Francophones, filles vous racontent leurs historiettes. Francophones, filles le tour du monde et puis s'en vont. Allez voyager, écoutez leurs historiettes. Allez voyager, historiettes vous découvrez. Francophones, Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Tour du monde et puis s'en vont. Et elles voyageront, les petites historiettes, et ils voyageront tant que les Français rêveront. Et elles voyageront, les petites historiettes, et ils voyageront tant que les Danois rêveront. Elle s'appelle Kirsten. Elle est danoise. Elle enseigne le français dans un lycée d'Holstebro, au Jutland. Il s'appelle Noé. Il a 16 ans, il est français et périgourdin. Il est, pour un an, l'élève de Kirsten dans le même lycée. Noé interroge Kirsten sur la France, sur son enseignement, sur ses rapports à notre langue. Il chante même une chanson de sa composition en l'honneur des échanges linguistiques et culturels. Francophones, filles vous racontent leurs historiettes. Francophones, filles tour du monde et puis s'en vont. En fait, est-ce que je dois chanter? J'ai pas très envie de chanter en fait, parce que je chante très mal. D'accord, moi je chantais. Toi, tu le fais. C'est à toi de le faire. D'accord. Okay. Allez voyager, écoutez leurs historiettes. Allez voyager, historiettes vous découvrez. Et elles voyageront, les petites historiettes, et ils voyageront tant que les Français rêveront. Et elles voyageront, les petites historiettes, et ils voyageront tant que les Danois rêveront. Chers auditeurs de Radio Libre en Périgord, bonjour. Je suis aujourd'hui en compagnie d'une femme. Elle est professeure de français au lycée de Holstebro. Elle est ma professeure de français. Bonjour Kirsten. Bonjour. Alors tu enseignes ici le français normalement aux élèves danois, pas aux petits français comme moi. Comment tu as appris le français? En fait, ça fait très longtemps. J'ai passé mon baccalauréat en 1989. Juste après, j'ai passé une année en France comme fille au pair. Et après, je suis partie en Angleterre pour améliorer l'anglais. Mais pendant mon séjour là-bas, je me suis dit le français me manquait. Alors, je suis retournée en France et j'ai travaillé dans une station de ski dans les Alpes, la Clusaz, et aussi Miribel aux Trois-Vallées. Et après, j'ai fait un peu des études à Annecy. J'ai suivi des cours de français à l'université pour préparer mes études au Danemark. D'accord. Alors, je suis retournée au Danemark et j'ai étudié le français. D'accord. Et pendant les études, à l'époque, c'était possible de passer un semestre en France comme une partie des études. Et j'ai passé un semestre à Strasbourg. D'accord. Et oui, et après, j'ai choisi de devenir professeur au lycée. Au lycée, parce que tu avais étudié le français au lycée. Oui, au Danemark. Au Danemark, oui. Oui. D'accord. C'est vrai, j'ai suivi des cours à Annecy, mais c'était peut-être des cours plus préparatoires, à mon avis, pour aller étudier le français à l'université au Danemark. Et tu étais où la première fois que tu es arrivée en France comme jeune fille au père? À Paris. Oui. Ah, oui. En banlieue Et alors, du coup, comment tu vois la langue française et la culture française en tant que danoise? Il y a beaucoup de différences, il y a aussi beaucoup de similarités, mais c'est vrai,
En France, il y a une certaine ou un intérêt pour la famille, par exemple, et pour la nourriture qu'on voit pas. C'est pas la même manière au Danemark. En France, par exemple, le repas, c'est mon impression que le repas en France dure plus longtemps qu'au Danemark. On s'assoit à 8 heures peut-être le soir et on mange, on discute, on a plusieurs plats. Et au Danemark, ça va beaucoup plus vite. On mange souvent à 6 heures, mais sinon on mange assez vite, peut-être à une demi-heure. Après on range et puis on s'assoit devant la télé. Je crois que c'est comme ça pour beaucoup de familles. Oui, j'ai la même impression dans ma famille d'accueil par rapport à ma famille française. Oui. Et ce que j'aime bien en France, c'est que le repas devient un cadre pour discuter, pour parler, je trouve qu'en France, c'est une tradition que j'aime beaucoup. Et sinon, une autre différence que j'ai remarquée, c'est qu'en France, vous êtes, c'est mon impression, et je sais en disant ça qu'il y a aussi des différences entre le nord et le sud, l'ouest et l'est, mais c'est comme s'il y a plus de passion en France. Les Danois sont très polis, on reste toujours un peu prudent. On n'essaie pas de parler trop fort. Et, par exemple, quand on se trouve dans un lieu public, il faut pas crier, il faut rester calme, il faut pas attirer de l'attention. On essaie vraiment de rester assez contrôlé. Et à mon avis, en France, on n'a pas peur de confronter s'il y a une personne avec qui on n'est pas d'accord. On discute bien, on discute volontiers, mais au Danemark, on est plus prudent. On n'essaie pas de créer une ambiance trop excitée. On n'aime pas ça. On aime bien être contrôlé. Et des fois, ça devient peut-être un peu ennuyeux. Quoiqu'en France, on peut discuter fortement, passionnément, et après, on reste toujours amis. Il n'y a pas de problème. Ça, j'aime bien aussi. On voit sur Facebook, pendant ces années, que les gens râlent un peu. Ils sont très agressifs au niveau politique, par exemple. Et c'est vrai, ça donne pas beaucoup de respect. Il y a, à mon avis, la plupart des Danois n'aiment pas ce style de communication ou de cette manière de communiquer. À mon avis, au Danemark, nous sommes très, par exemple, à l'école, c'est pas très formel. Par exemple, tu me vous vois toujours, mais tu es peut-être le seul dans l'école, dans cet établissement qui me vous voit, parce que au Danemark, les élèves tutoient les professeurs. On les appelle aussi de prénom. Kirsten, tu viens, c'est pas Madame Bernberg. S'ils disent Madame Bernberg, c'est pour faire rigoler. Ah, d'accord. Ça peut se faire, mais c'est pas sérieux. On dit, c'est vrai, on se tutoie et c'est avec le prénom. Et le respect doit se montrer d'une autre manière qu'en France. Parce que c'est ce qui est peut-être difficile pour les étrangers qui arrivent, c'est de voir où sont les limites, ou quand est-ce qu'on est mal poli, quand est-ce qu'on est poli, parce qu'en France, vous avez des conventions, c'est la langue, c'est de vous voyez, c'est peut-être les habits, ou des phrases, on dit... une simple attitude, se tenir debout ou s'asseoir. Oui, des choses comme ça. Mais ici, c'est différent, mais il y a quand même une limite très claire, mais c'est un peu entre les lignes en même temps. Et tu parles des limites en classe et du respect. Comment tu vois l'enseignement au Danemark comparé à un enseignement en France? Comment tu vois
Quelles sont tes valeurs quand tu enseignes le français? À quoi tu penses quand tu prépares tes cours? Ça dépend peut-être un peu de la matière. Ça fait en janvier, j'ai visité un lycée à Carpentras. Et j'ai passé quelques jours là-bas. C'est parce qu'on avait un échange. On avait 3 élèves qui allaient aller à Carpentras et moi je les ai accompagnés et je suis restée quelques jours et j'ai suivi l'enseignement. Il y avait quand même pas mal de différences entre les professeurs et les matières aussi. Par exemple, j'ai suivi un cours de philosophie et là, c'était pas, j'ai pas eu l'impression que c'était strict ou le professeur était très, comment dire, souple, non, Oui, souple. Oui, il a accepté un peu les élèves ont discuté entre eux, ils ont eu aussi un débat en classe. Et là, je me suis dit, mais en fait, maintenant, c'est un peu comme le Danemark. Et puis, il y avait d'autres cours où les élèves sont restés dehors de la classe et le professeur est venu. Vous pouvez entrer, asseyez-vous, etc. Et alors là, il y avait une autre ambiance. Mais à mon avis, ça, c'est pas très... au Danemark, ça aurait dû être très bizarre si on disait bah, maintenant vous pouvez vous asseoir, mais à mon avis peut-être il y en a des élèves qui aimeraient que ça soit comme ça parce que c'est plus facile des fois de se comporter peut-être. Alors tu as dit par rapport aux valeurs, à mon avis les valeurs comme la démocratie, le respect, à mon avis, ce sont des valeurs fortes dans les 2 systèmes scolaires. Et tu dis qu'il y a certains élèves qui aimeraient certaines normes plus strictes, Oui. Des normes françaises plus strictes. C'est peut-être que le système danois pousse aussi à la responsabilité des élèves, à être plus responsables dans leur travail et dans leur attitude. Mais oui, c'est vrai, parce que c'est vrai, on attend beaucoup de responsabilités chez les élèves. Et ça commence dès tout petit. Il y a aussi une culture de jeunesse au Danemark qui peut être dure parce que ici, c'est très important d'avoir une vie sociale, d'avoir des amis, d'avoir beaucoup d'amis, d'être capable de passer du temps avec tes amis. Et ça donne du statut à l'école. Une image. Oui, une image. Oui, en France, je pense que c'est plus basé sur l'argent. Oui, d'accord. Je pense. Mais il y a aussi évidemment cette capacité à être. Oui, des compétences. C'est les compétences sociales, on peut dire peut-être. Elles sont très importantes au Danemark, parmi les jeunes. Tu es professeur de danois. Comment tu cultives, parce que tu te dois d'avoir toujours un bon niveau en français, ne pas oublier. Et moi, je vois souvent des anciens étudiants partis en échange qui reviennent et qui disent que 3 mois après, ils ont du mal à reparler la langue qu'ils arrivaient à parler couramment quelques mois auparavant. Comment tu fais pour cultiver et toujours avoir ce niveau très élevé en français? Merci, Noé. C'est vrai, c'est un défi parce que j'ai aussi d'autres matières. J'enseigne aussi le danois et à part de ça, je suis. C'est une fonction qui n'existe pas tout à fait comme ça en France, mais je suis une sorte de
Ah oui. Social worker, je ne sais pas comment dire, mais je parle avec des élèves qui ont du mal Oui, on m'a à se dit débrouiller. conseillère d'orientation. Oui, c'est peut-être. ça, c'est en fait ça le titre de ma fonction, mais on ne parle pas de l'avenir des jeunes gens. On parle de leur comment ils sont, comment ça va. De leurs sentiments. C'est ça. Un peu une psychologue. C'est un tout petit. C'est pas. Je ne suis pas du tout psychologue, mais on parle un peu de ça. Des fois, si je vois que c'est très sérieux, ben, je leur dis, ben, il faut contacter ton médecin. Il faut aller voir un psychologue. Alors ça aussi, ça prend du temps. Mais pour le français, ben d'abord, j'adore tout ce qui est français. J'essaie de lire des livres en français, des romans. J'essaie de suivre les nouvelles en France. En ce moment, je suis à Facebook, il y a le président Macron, Emmanuel Macron, qui donne, qui met des messages de temps en temps sur Facebook. Je lis les textes et aussi j'ai quelques amis en France avec qui je parle de temps en temps et si j'ai des doutes, je leur écris est-ce qu'on dit ça ou ça et aussi des fois il y a des comment tu dis ça cursus, ça se dit des cours oui. De français où il y a des formations. Oui, des formations. Il y a des représentants du ministère d'éducation qui nous parlent de ce qu'on doit changer ou maintenant il faut focaliser sur ceci, cela. Donc tu te remets dans le bain français de temps en temps avec les actualités, la littérature et les chansons. Oui. Et dès que je peux, je vais en France, par exemple, en janvier à Carpentras, et après on retourne au Danemark et on parle moins, c'est clair. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune Danois ou Français qui va s'engager dans une immersion? Une personne qui aimerait bien apprendre une langue. Apprendre une langue et s'immerger dans la culture d'un autre pays que le sien. C'est toujours, à mon avis, très donnant d'aller dans un pays où on parle la langue qu'on veut apprendre. Par exemple, toi, tu es au Danemark, tu es ici, tu vis ici, tu écoutes le danois, tu regardes les gens, tu vois et sens la culture. Je crois que ça, c'est très efficace. Il ne faut pas avoir peur de faire des fautes parce que si tu apprends une langue, tu fais des fautes. Mais alors ça, c'est si on a le courage d'aller dans un autre pays pour apprendre la langue, à mon avis, c'est le plus efficace. Toi aussi, tu peux peut-être le reconnaître, c'est vrai. Maintenant, quand je pense au séjour que j'ai fait en France, pour moi, ça a été super et intéressant et donnant et tout. Mais c'est vrai, il y avait aussi des soirées où on se sentait, je me suis sentie très très seule, triste et tout ça, mais ça fait partie ça fait partie de ça, à mon avis. Et après, on l'oublie parce que c'est le reste, c'est le reste qui reste. C'est les bonnes expériences, c'est ça qu'on garde après. Tu as quelque chose à dire pour clôturer cet entretien? Au Danemark, c'est ce qui est un peu remarquable peut-être, c'est qu'il y a beaucoup de personnes francophiles, ça veut dire des personnes qui adorent la France et le français. Et je rencontre en fait beaucoup d'admiration chez des Danois quand je dis je suis professeur de français, j'adore la France et s'il y a un article sur la France ou des choses comme ça que je partage sur Facebook, il y a toujours beaucoup de feedback positif sur ça. D'accord. Et en même temps, le français est la langue, la deuxième, ou la langue étrangère la plus petite au Danemark, parce que c'est vrai, d'abord il y a l'anglais bien sûr, après l'allemand, et puis l'espagnol et le français. Alors au lycée, c'est une langue assez petite en ce moment, mais on fait tout ce qu'on peut pour
présenter le français et montrer que le français et la France sont très intéressants. Et il y avait une autre chose, qu'est-ce que c'était? Oui. Quand j'ai dit au début de l'entretien, j'ai dit que je suis partie d'abord en France, après en Angleterre, je suis retournée en France. Et en fait, j'ai mis 3 ans avant de continuer les études à l'université. Ah oui. Alors en fait, c'était 3 années sabbatiques. C'était un peu long, même à l'époque. 2 ans, c'est plus à accepter, ou comment dire. Mais au Danemark, c'est très très courant de prendre au moins 1 année sabbatique après le bac. En France. Et en France, c'est très rare. Mais ici, c'est très accepté dans la population. Parmi les parents, on dit oui, mais ça donne du sens de prendre 1 année sabbatique. Oui, bien sûr, il faut travailler ou voyager ou apprendre des choses et après tu pourrais choisir tes études pour la vie. Et je crois que nous sommes au Danemark 6 millions d'habitants, un petit pays, une petite langue. Il n'y a presque que les Danois qui parlent le danois. Et alors nous avons l'habitude de devoir ou de pouvoir ou de devoir parler français ou autre langue parce que personne ne parle danois. Alors nous ça fait très longtemps qu'on s'est aperçu que pour se débrouiller dans le monde global, il faut pouvoir parler des langues. Et alors nous sommes très habitués à ça et ça influe peut-être un peu sur l'opinion ou sur la vue, sur les années sabbatiques par exemple. C'est très très accepté et même apprécié. Et alors tu disais que pour apprendre le français, il y a peu d'élèves qui apprennent le français. Est-ce que tu as un élève type quel serait l'élève type qui apprend le français est-ce que c'est un élève qui est plutôt intéressé par l'art, par les sciences, par la littérature? Ça, il y a plusieurs types, mais c'est vrai, les élèves, ceux qui choisissent le français, le choisissent parce qu'ils le veulent. C'est pas... des fois, il y en a quelques-uns, mais c'est très peu qui choisissent le français pour ne pas savoir l'allemand. Par défaut. Oui, c'est ça. Mais c'est très rare. Normalement, parce qu'on sait que le français n'est pas une langue facile, alors ils pensent... alors ceux qui choisissent le français... C'est des bons élèves ou pas? Pas tout à fait, mais la plupart. D'une manière, ils trouvent le français intéressant, ou peut-être ils sont dit aller en vacances. Normalement, le choix est basé sur un intérêt pour le français et la langue. Ils trouvent peut-être que la langue est très belle ou des choses comme ça. Mais moi, ce que je peux remarquer, c'est que même quand les élèves font pas forcément leurs devoirs, et c'est valable pour vous, mais aussi pour tous les autres professeurs, vous le prenez avec beaucoup de calme, et beaucoup plus qu'en France en tout cas. La semaine dernière, en anglais, je me souviens, beaucoup d'élèves n'avaient pas fait un devoir, et la professeure d'anglais a essayé de comprendre pourquoi. En France, il y aurait eu une punition pour tous les élèves, et ça se serait arrêté là. Et c'est assez, moi, ça m'impressionne beaucoup de vous voir aussi calme et aussi compréhensif face à... Oui, c'est vrai, la punition, ça, à mon avis, ça n'existe presque pas dans le système scolaire danois, parce que on essaye peut-être de motiver ou d'atteindre le but d'une autre manière. C'est pas par la punition, mais c'est vrai, c'est par la motivation mais je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais ici, beaucoup plus d'élèves
ont un baccalauréat maintenant par rapport à peut-être il y a 15 ans. Et maintenant, il y a... Alors, les élèves en général sont peut-être moins forts à l'école. Et c'est vrai, ça donne bien sûr des défis. Et on essaie de... C'est vrai parce que si on enseignait seulement la plus forte ou la partie la plus forte de la classe, bah, tu perdras peut-être 60 ou 75% des élèves. Et c'est vrai, il faut essayer de faire tout le monde suivre. Et c'est vrai, souvent, comment ça s'appelle, l'attitude des élèves. Le comportement. Le comportement et aussi comment ça s'appelle, le volonté de vouloir préparer ou de se préparer pour aller à l'école. Des fois, cette volonté n'est pas très très dominant. Parce qu'en plus, au Danemark, les lycéens ont souvent un petit boulot. C'est aussi très différent par rapport en France. Alors, nous avons beaucoup d'élèves, presque tous, je crois, ont un tout petit boulot. Par exemple, dans un supermarché ou dans un bar ou un restaurant. Ils travaillent quelques heures pendant la semaine. On en voit beaucoup ici. Ouais. Et des fois, il y a des élèves qui disent « Ah, je n'ai pas pu faire mon devoir parce que je devais travailler. » Et c'est vrai, on peut râler, on peut critiquer ça, mais ça, c'est la vérité. Il y a aussi des professeurs qui disent bah, s'il ne veut pas travailler, bah, il n'a pas de bonne note. Tant pis, tant mieux. Oui, comme ça, c'est lui qui décide, c'est cet élève qui décide. Dès qu'il veut travailler, ben, je serai là. Mais s'il ne veut pas travailler, ben, je le laisse tranquille. Ça change, ça dépend aussi un peu de personnalité, bien sûr, et peut-être aussi de l'âge de professeur. Il y a aussi une question de génération. Des fois, même si nous, comme professeurs, on pense que le lycée, les cours, les matières, les devoirs sont les plus importants. Les élèves ne sont pas forcément d'accord. Oui. Et ça, c'est peut-être pas nouveau, je ne sais pas. Eh bien, merci pour cet entretien avec une conclusion un peu longue, mais c'est pas grave. Oui, je m'excuse. Non, c'est moi qui ai relancé. Eh bien, au revoir, Kirsten. Au revoir. Et moi, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine où nous parlerons de la Covid-20 au Danemark. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin. C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François. Robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. RLP. Radio libre en Périgord.